vous tous. Bon, et bien aujourd'hui, chapitre 1 du dernier thème, géothermie et propriétés de la Terre. Alors, vous avez déjà le chapitre, vous avez déjà commencé à recopier, vous avez vu qu'on avait à peu près trois schémas à faire et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Alors, la géothermie, qu'est-ce que c'est? La géothermie, c'est la chaleur interne de la Terre, d'accord? Cette géothermie, elle vient principalement de deux sources. La première source, c'est la source volcanique. Forcément, si j'ai de la création de magma à l'intérieur de la Terre, eh bien, je vais avoir, in fine, au bout d'un moment, sûrement production de lave à la surface. Pourquoi? Parce que les matériaux chauds remontent, d'accord? La lave, c'est les matériaux chauds et globalement amovibles, enfin qui peuvent bouger, quoi, d'accord? Comme par exemple les liquides ou les fluides, en termes généraux, ça marche comme ça pour le vent, remontent. Donc le magma, quand il est produit, il va avoir tendance à remonter vers la surface de la Terre, d'accord? Forcément, il y a des zones sur Terre qui vont donc être des zones extrêmement volcaniques. Prenons par exemple les îles volcaniques ou les îles qui sont sur des failles, l'Islande par exemple, qui est une grosse île volcanique et qui se sert énormément de la géothermie. On verra ça après. Outre que la lave, donc outre que le magma, on va avoir une deuxième source et c'est la source radioactive. On a pas mal d'atomes radioactifs à l'intérieur des roches, vous le savez. Ces atomes sont souvent instables et à cause de cette instabilité, ils vont se désintégrer, d'accord? Donc ils vont se transformer en des atomes plus petits, plus stables, émettre généralement un neutron, émettre des rayonnements et aussi de la chaleur. Sauf que les cailloux, c'est pas comme la lave, ça ne remonte pas. Du coup, la chaleur qui va être émise par la désintégration radioactive, elle va passer de pierre conductrice de chaleur en pierre conductrice de chaleur, mais quoi qu'il advienne, elle aussi, elle va remonter vers la surface. Tout ce qui est chaud remonte, d'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'on se dit, c'est vraiment la chaleur, elle a tendance à monter. Donc, le premier mécanisme que je vous ai décrit avec la lave, c'est un mécanisme donc de convection, d'accord? Donc c'est des matériaux chauds qui vont remonter, d'accord, se refroidir à la surface. Ensuite, nous on voit bien, on a des zones de subduction qui font redescendre les matériaux froids. Puis on a reproduction de lave et ça nous fait donc des cellules de convection. C'est pareil, du coup, comme je vous le disais juste avant, pour le vent. L'air chaud à l'équateur va monter obligatoirement et il va se refroidir en avançant. Puis, une fois qu'il est bien froid, il redescend, nous on se tape plein de vent, on est content, et il va se réchauffer à l'équateur, et ainsi de suite. Le deuxième mécanisme, les atomes radioactifs, c'est ce qu'on appelle de la conduction, d'accord? C'est-à-dire conduire une énergie d'un matériel à un autre matériel, d'accord? Du coup, là c'est vraiment la conduction de la chaleur des pierres qui sont conductrices, donc qui peuvent passer la chaleur en pierres qui sont conductrices. Ça c'est pour, globalement, les causes de la géothermie, c'est-à-dire ce qui nous permet d'avoir de la chaleur interne à la Terre. On va passer maintenant globalement à votre grand 1, parce que là j'avoue que je l'ai pris un petit peu à l'envers, hein, je vous ai fait le grand 3 je crois avant le grand 1, mais votre grand 1, on vous parle donc de ce qu'on appelle le gradient géothermique et le flux géothermique. Il va falloir bien différencier quand même les deux. Le gradient géothermique, c'est la quantité de degrés, d'accord, qu'on va prendre plus on va aller en profondeur au niveau de la Terre. Ce gradient, il est différent en fonction des zones, parce que j'ai des zones qui sont plus chaudes que d'autres, exemple les îles volcaniques, et des zones où j'ai absolument rien et qui vont du coup être plus froides. Le gradient géothermique, il a une évolution moyenne de 3 degrés pour 100 mètres, donc de 30 degrés par kilomètre. Ce qui est quand même déjà pas mal quand on fait une belle moyenne donc des gradients géothermiques d'un peu partout sur Terre. On va se rendre compte qu'on prend à peu près 30 degrés par kilomètre. Ce qui nous explique aussi pourquoi, lorsqu'on essaye de forer le plus loin possible, outre le fait qu'à un moment la roche est trop dure et qu'on a du mal à la casser, il fait trop chaud. C'est-à-dire qu'au bout de 11 km par exemple, il fait trop chaud. Je crois que le trou le plus gros qui a été creusé, c'est 10 000 mètres, entre 10 000 et 11 000 mètres, entre 10 et 11 km. Je peux vous assurer que quand ils sont arrivés là, la roche était beaucoup trop rigide pour être fracassée. Et en plus, la chaleur dans laquelle ils étaient au fond de cet énorme puits était insoutenable.
Donc, le gradient géothermique, je reprends, c'est donc des degrés, d'accord? Donc c'est en degrés, et c'est une unité qui nous permet de déterminer, plus on va en profondeur de la Terre, quelle est la chaleur, donc voilà, comment évolue la chaleur. Alors que le flux géothermique, c'est une puissance, d'accord? C'est-à-dire, enfin c'est une puissance, c'est une énergie. Quand on parle de flux géothermique, on va parler donc d'une puissance qui s'étale sur de l'espace. C'est en milliwatts par mètre carré. D'ailleurs, dans le cours, il y a une coquille, c'est pas en watts par mètre carré, c'est en milliwatts par mètre carré. Donc le flux géothermique moyen de la Terre, il est de 65 milliwatts par mètre carré. Voilà. On va faire le premier schéma, d'accord, qui va juste représenter la Terre avec le gradient géothermique moyen et d'un autre côté le flux géothermique moyen. Et voilà le schéma du grand 1. Alors, normalement, il se situe au milieu de votre petit 1 ou à la fin de votre petit 1, comme vous voulez. Ce n'est pas un arc-en-ciel, c'est la Terre vaguement représentée, c'est-à-dire la croûte, le manteau sup, le manteau inf, le noyau sup et du coup le noyau inf. D'accord? D'un côté, je vous ai représenté en bleu, à l'aide de 2 flèches, le flux géothermique, 65 milliwatts par mètre carré, d'accord? Donc c'est cette puissance qui se diffuse à l'intérieur de la Terre, et de l'autre côté, en blanc, la flèche dans l'autre sens, le gradient géothermique, 30 degrés par kilomètre. Je vous rappelle que c'est des moyennes. Vous prenez le schéma. Du coup, maintenant qu'on a fait le premier schéma, on va passer directement au schéma de la conduction, d'accord, que je vous ai expliqué un peu avant. On le revoit, j'ai la désintégration radioactive de mes atomes, donc tous les atomes radioactifs instables, qui vont se désintégrer les uns après les autres pour être plus stables. J'ai donc de la chaleur qui est produite, j'ai 3 matériaux, M1, M2, M3. On voit que la chaleur va passer de proche en proche, puis après elle sera dissipée. Tiens, on peut d'ailleurs le représenter, si je retrouve ma craie bleue, voilà. Après la chaleur elle sera dissipée à la surface, d'accord? Donc on représente la conduction de chaleur par des flèches, d'accord, de matériaux qui conduisent en matériaux qui conduisent. Forcément, si jamais là j'ai une autre roche qui est par-dessus M1 et qui n'est pas conductrice, et ben ça s'arrête là. Voilà. Et ben on va passer directement au schéma de la convection. Mais avant, vous prenez le schéma et vous faites pause. Et le schéma d'une cellule de convection. Alors une cellule de convection, c'est tout bête. J'ai donc un réchauffement de mes matériaux. Donc là, imaginons, on va prendre directement du magma. Donc j'ai du magma qui se forme, qui est chaud, qui remonte. Nous, on peut même aller dire qui sort, qui se transforme en lave, qui sort d'un volcan. La roche va se refroidir, on est d'accord? Puis par exemple subduction, donc matériaux froids qui retombent, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une cellule de convection. Parce qu'on remarque quand même que c'est toujours extrêmement cyclique, que ce soit pour le magma à l'intérieur de la Terre ou que ce soit pour le vent. Vous faites pause et vous prenez le schéma. Dernier point du chapitre, si on parle de géothermie, c'est parce qu'on l'utilise. Donc l'utilisation de la géothermie sur Terre. Alors, forcément, si j'ai de la chaleur qui est produite sans que j'ai besoin de combustible fossile, sans que j'ai besoin de globalement rien du tout, c'est une chaleur qui est gratuite et qui peut me permettre de faire fonctionner plusieurs choses. Le premier exemple le plus simple pour expliquer l'utilisation de la géothermie, c'est dans les zones volcaniques, généralement, le chauffage, il est quasiment gratuit. Pourquoi il est quasiment gratuit? Parce qu'on va utiliser la chaleur interne de la Terre pour faire chauffer de l'eau. Donc eau chaude et chauffage, pas de problème. Par exemple, si on achète une maison, à tout hasard, l'Islande, c'est facile. Si on achète une maison en Islande, on peut se faire construire, on peut creuser à l'intérieur de son jardin pour faire passer des tuyaux, ajouter une petite pompe à chaleur, et après, on est complètement indépendant au niveau de l'eau chaude et au niveau de l'eau chaude pour la douche et au niveau du chauffage. Mais pas que. Je vous rappelle que la chaleur, ça peut nous permettre de créer de l'électricité. Et du coup, ça aussi, ça va être vachement utilisé. On a des centrales géothermiques, notamment en Islande. Donc des centrales géothermiques qui vont utiliser... Alors pour que ça marche quand même, il faut absolument que la géothermie soit très très forte. Parce que je vous rappelle que dans une centrale électrique, il faut que l'eau soit vaporisée pour actionner la turbine, pour que l'énergie
se transforme, l'énergie cinétique se transforme pour que pour que la chaleur, pour que l'énergie cinétique se retransforme en énergie cinétique, mais en tout cas pour que ta turbine tourne et qu'après ça se transforme en énergie électrique, on a besoin de chaleur. Donc pourquoi pas utiliser la géothermie. Sauf que pour ce type d'exploitation, on va pas pouvoir creuser un tout petit peu dans le sol, passer des tuyaux et on va récupérer de la vapeur. Non, là on va commencer à creuser très profondément des beaux trous de 2000-3000 mètres et on va envoyer de l'eau pour qu'elle revienne sous forme de vapeur qu'on récupère et qu'on peut utiliser par exemple pour une grosse centrale. Voilà, donc je répète un petit peu, je refais juste un petit truc un peu global. La géothermie, chaleur interne de la Terre, deux causes, la radioactivité et le magma, donc les productions de magma. La chaleur, ça monte de deux manières, la conduction ou la convection, et on peut utiliser cette géothermie à des fins donc particuliers, comme je vous le disais, pour le chauffage et l'eau chaude, à des fins carrément de production pour de l'électricité. Il faut juste avoir une zone qui est assez élevée en géothermie, que le flux géothermique soit élevé et que le gradient aussi. Voilà, bon, j'espère que vous avez bien compris. C'est pas très compliqué, c'est vraiment pas le chapitre le plus dur. Et du coup, on va terminer l'année avec la plante domestiquée, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Voilà. Bah, je vous dis à je sais pas quand, lundi je crois. À lundi.